fait, on va se poser la question, qu'est-ce que les droits humains? Les droits humains, c'est justement, sont des droits préétatiques dont peut prévaloir chaque individu. Autrement dit, ce sont des droits, ce sont des attributs de valeur attachés à tout être humain. Parce que simplement, nous tous, nous naissons en liberté et en égalité et en respect. Comme j'ai toujours dit, il n'y a aucune personne, aucun individu né avec ses habits, avec les chapeaux, avec tout, comme un roi, avec une couronne. Nous tous, nous naissons, bon, nous venons comme nous connaissons là. Et quels sont ces droits-là? Nous avons des différents droits humains. Notamment, nous avons les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels. Également, nous avons les droits collectifs. En fait, ces droits-là sont classifiés par rapport aux générations. Donc, cette différenciation-là peut aussi être exprimée en catégorisation ou par rapport aux générations, c'est-à-dire l'importance selon les cas, selon les niveaux, selon la génération que nous allons devoir expliquer. Alors, les droits, les libertés et les droits fondamentaux, communément appelés de première génération, ça veut dire quoi? Ce sont justement des droits qui vont à ce que l'État ne puisse pas mal gérer, donc contraindre l'ingérence de l'État. Et l'ingérence de l'État, c'est justement le fait que les personnes visent à ce que ces droits puissent être sauvegardés ou encore garantir les libertés d'action de l'individu. Ce sont ces droits qu'on appelle les droits de première génération. Nous avons aussi les droits de deuxième génération, qui sont les droits sociaux. Ce sont justement les droits qui visent à protéger l'individu contre l'exploitation, à lui donner et le droit de participer à la richesse nationale. Généralement, le juriste parle pour éviter l'arbitraire de l'État, l'injustice de l'État, l'inégalité de l'État. Et bien aussi, ce sont des droits qui permettent à ce que la personne puisse bénéficier de tout ce qui est comme richesse. Nous tous là, nous avons droit au territoire que nous avons. Nous sommes, par exemple, les Congolais, nous sommes telle nationalité. Alors, toutes les richesses doivent être distribuées de façon équitable. Nous devons bénéficier de l'éducation, tout ce qui est comme le minerai, tout là, nous devons bénéficier à même pied d'égalité. Et enfin, nous avons les droits qu'on appelle les droits de troisième génération. Ce sont des droits collectifs qui sont représentés par le droit à l'autodétermination du peuple. C'est là où nous partirons. Nous allons faire focus ou mention sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, les droits de la détermination. Qu'est-ce que nous voulons pour notre avenir? L'individu veut quoi pour son avenir, pour son bien-être? Ce sont ces droits-là d'autodétermination du peuple. Alors, il y a des caractéristiques. Comment identifier que ce sont des droits humains? C'est une question importante que nous devons nous poser. Les droits ont des caractéristiques. Notamment, quand nous avons suivi les films aussi, on dit que ce sont des droits qui sont indivisibles, qui sont interconnectés, qui sont inséparables. C'est-à-dire, dans toute cette catégorisation que nous venons de voir, première, deuxième, troisième génération, ces droits doivent être appliqués ou bénéficier de façon interconnectée, de façon non séparée. Ils sont interconnectés et inséparables. Le soubassement de tout ce que nous parlons, c'est quoi? C'est justement cet instrument très important que nous appelons la Déclaration universelle des droits de l'homme. La petite histoire, c'est quoi? C'est justement les violations, les inégalités, les troubles qui se sont émaillés au cours de l'humanité. On parle par exemple au 19e siècle avec les sociétés des nations, on a eu des troubles, la déconsidération d'un peuple ou à un autre, le racisme, l'apartheid qui ont émaillé pendant la vie humaine. Et nous sommes arrivés maintenant à 1948 avec la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a 30 articles. Et ces 30 articles justement garantissent les droits humains. Et tout part de là, dans l'histoire de l'humanité, tout part de là.
Alors, le contenu, c'est quoi de cette Déclaration universelle des droits de l'homme? Il y a d'abord ce qu'on appelle le droit qui doivent s'appliquer à tout être humain. Parce que le principe, c'est quoi? C'est la liberté, l'égalité et le respect qui rentrent au bénéfice d'un individu que nous sommes. Tout individu a ça, a tous ces droits-là, de liberté, de l'égalité et du respect. Alors, ces droits qui interdit à ce que la personne puisse être discriminée, quelle que soit sa race, son orientation sexuelle, son âge, ainsi de suite. Alors, parce que comme je venais de dire, nous naissons en liberté, en égalité et en dignité. Et nous tous, nous avons ces droits-là. Tout simplement, c'est ça le fondement. On ne peut pas demander pourquoi X bénéficie, pourquoi pas l'autre. Simplement, nous sommes égaux. Alors, et on va se poser la question, qui est censé protéger ces droits? Parce qu'on parle des droits. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas tout? Qui est censé de le faire? Alors, voilà. Comme nous tous là, nous sommes titulaires de ces droits-là. La titularisation, ça veut dire quoi? Ça nous possède. C'est dans nous. Tout individu, quand vous dites, vous êtes individu, donc vous possédez de ces droits-là. Alors, maintenant, comme nous les possédons, eh bien, ces droits-là doivent être protégés, doivent être garantis. Et qui est responsable? C'est l'État. Les États sont responsables de la protection, de la garantie, de la sécurisation de tous ces droits-là. Quelles sont les obligations alors de l'État? L'État a 3 obligations. La première, c'est l'obligation de respecter ces droits-là qui est reconnu à tout individu, sans aucune discrimination, distinction, race, orientation sexuelle, sa façon d'être, il est individu, personne vivant avec handicap, personne vivant avec VIH, vous êtes un individu reconnu dans la Constitution, eh bien l'État doit respecter ces droits. Deuxième obligation, c'est l'obligation de protéger. Et nous allons voir ci-dessous qu'est-ce que la protection. Et enfin, l'obligation de garantir et de donner les effets. Quand on garantit, on doit mettre en œuvre. Nous allons voir ça. L'obligation de respecter. Respecter, ça veut dire quoi? Respecter, ça veut dire simplement l'État, lorsqu'il agit, il doit s'abstenir. Il ne doit pas, l'abstention, ça veut dire de ne pas faire. De ne pas faire violer de manière active les droits des individus. Donc l'État est instruit au niveau international de ne pas violer les droits des individus parce que les individus naissent avec, ce n'est pas l'État qui donne tous ces droits-là. Ils naissent comme ça. Protéger veut dire simplement qu'on ne peut pas priver quelqu'un d'en jouir, la jouissance de ces droits-là. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui doivent bénéficier, qui doivent en jouir de tous ces droits-là. Nous pouvons dire, par exemple, on est sportif, on doit bénéficier de tout ce qui recouvre, ce qui rentre dans le cadre des sports. C'est-à-dire aujourd'hui, il doit garantir en mettant en œuvre effectivement les droits reconnus à tout individu. Et là, je dois insister, c'est dans tous les domaines. Parce que quand vous voyez la classification des droits, ça touche tous les domaines de la vie. Plus loin, nous verrons par exemple le droit à la vie, droit à l'autodétermination, droit au travail, droit au mariage. Tous ces droits-là rentrent et ils sont interconnectés. Droit à l'information, droit à l'éducation, tous ces droits-là sont interconnectés parce qu'on peut priver quelqu'un le mariage, et bien le mariage peut lui conduire à la mort. On peut lui interdire la politique, il peut se suicider parce qu'il est passionné de la politique. On peut lui priver l'activisme par exemple en droit de l'homme, il peut arrêter sa vie simplement parce qu'il est passionné de ça. Donc tous ces droits là on ne peut pas négliger, ils sont interconnectés, ils sont liés. La société, la communauté, depuis la communauté primaire, antique, nous avons des communautés où il y a les individus qui vivent. Ces individus ont des comportements. Alors,
il faut maintenant réglementer une société. C'est comme ça qu'on dit qu'il y a existence des droits positifs. Il faut vraiment réglementer les comportements pour que les choses aillent bien, pour que ça ne soit pas la jungle, ça soit une société humaine évolutive, une nation. C'est comme ça que ici, vous verrez par exemple, il y a une constitution qui prétend par exemple vider toutes les questions des droits humains, garantir toutes les questions des droits humains, mais en réalité, ce n'est pas ça. Mais on donne aussi, au nom de la souveraineté d'un État à un autre, cette capacité pour réglementer la société, de limiter certains droits humains. Mais voilà les conditions. Si on veut limiter le droit humain, il y a des préalables, il y a des conditions. 3. La première condition, il faut que le droit là qui est limité soit justement régi par une base légale, une loi. Il faut qu'une loi existe pour limiter un droit humain. Donc ça c'est très important. Donc s'il n'y a pas une base légale, s'il n'y a pas une loi qui limite les droits là, on appellerait autrement une violation des droits de l'homme. Deuxième raison ou deuxième préalable, c'est ça doit être à une atteinte qui doit être justifiée. Si on porte atteinte à un droit X ou Y, ça doit être justifié. Et la justification, c'est quoi? C'est que le domaine qu'on a pris, qu'on a légiféré pour restreindre un droit, doit être pour un intérêt commun, un intérêt général. Par exemple, généralissime par rapport à toute une province. Donc l'intérêt général, c'est la province ou c'est les quartiers. Généralissime, une structure. Mais nous avons encore une autre structure plus grande avec un intérêt commun. On peut restreindre le droit de généralissime en tant que personne morale. Mais ça doit être aussi également proportionnel. On ne voit pas aujourd'hui, on voit par exemple des lois sur l'abolition des morts. On voit par exemple un droit où on dit, vous faites telle infraction, injure publique, on va vous ôter la vie. Non, ce n'est pas normal, il n'y a pas proportionnalité. La vie est sacrée. Ce sont des principes sacro-saints. Donc, avec toutes ces conditions, nous devons nous dire que avant de limiter un droit humain, qu'il faille que ces trois conditions soient réunies. La loi dit ça. Nous allons donner par exemple un exemple. Interdiction d'adoption d'un couplet homosexuel en RDC ne peut pas adopter. Un exemple, pour l'intérêt commun, il y a une loi qui interdit le code de la famille. Eh bien, on doit respecter parce que là, les droits d'adoption, on veut à tout le monde. Mais maintenant, la loi prévoit. On fait quoi? Donc, il y a des préalables pour le faire. Alors, quelle est la différence entre les droits fondamentaux et les droits humains? Alors, les droits fondamentaux sont des droits humains garantis au niveau de la Constitution de la République. Autrement dit, les droits légaux. Généralement, on les appelle les droits légaux. Ces droits-là sont protégés, garantis par nos lois. Notamment, la première loi en RDC, c'est la Constitution de la RDC. Et il y a d'autres lois qui existent, qui protègent aussi ces droits-là. Mais par contre, les droits humains qui sont liés à la personne, qui sont attachés à l'individu, ces droits-là sont garantis par les conventions internationales, notamment la première que nous avons dit, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, ici, il faut noter aussi que les conventions internationales, les accords internationaux que notre pays a ratifiés, ont une valeur supérieure à nos lois, simplement parce que les conventions viennent améliorer. Vous verrez par exemple, on signe une convention sur l'enfant africain. Et quand on rentre au pays, on voit la loi portant protection de l'enfant. Donc, en inspirant de cette convention internationale, on vient maintenant améliorer dans nos lois pour le bien-être des individus, des citoyens congolais. Voilà, nous allons devoir continuer avec ça. Je suis en pleine disposition
de la plénière pour des questions et je vais revenir plus tard. Je vous laisse cette liberté de poser des questions parce que ça va de notre communauté. Notre communauté doit être informée de ce que nous faisons et mon peuple périt par manque de connaissances. Non seulement ça, le degré de la revendication des droits dépend du niveau de sa connaissance. On ne connaît pas son droit, on ne peut pas le revendiquer. Donc c'est très important que la communauté, la jeunesse congolaise soit informée de tout ça. Ce sont des notions élémentaires que tout individu doit en avoir connaissance. Merci.